Il y a un bonsoir en direct de l'Elysée, non, en direct de la Griffe-Noire, c'est encore mieux. Nous sommes heureux de vous rencontrer, de vous revoir pour le 14e Facebook Live, monument de la télévision française, rendez-vous incontournable de la littérature. Nous parlons donc du Facebook Live. Nous sommes 5 actuellement à le regarder. Non, je plaisante. Donc, incontournable, j'en sais rien, mais en tout cas, on y prend beaucoup de plaisir. Et... On n'est pas 5, on est 4. Ah oui, on est 4 parce qu'il y a quelqu'un qui vient de partir, il était là, il s'était trompé. Donc, on est 4 pour les 4 personnes qui nous regardent, bonsoir. Et pour les 1 500 000 qui nous regardent en podcast, bonsoir aussi. On va commencer par un livre extraordinaire, comme dirait Marina, encore un. Eh ben oui, mais là je crois qu'on va le choisir comme roman de détente d'été, ce qui est quand même pas rien. On va peut-être même lui donner notre prix du roman de détente à la Griffe-Noire. On discute, ça dépendra du chèque que l'éditeur nous donnera. Si on a plus cher que... Voilà, c'est chez Albin Michel. Alors Albin Michel, il y a Fleuve Noir qui nous en donne plus. Si vous pouviez rajouter le chèque, là on vous donnera le prix. Voilà, on fait comme tout le monde maintenant. Ça s'appelle Mélanie Benjamin, c'est Hollywood Boulevard chez Albin Michel. Alors elle avait écrit, c'est paru en livre de poche, Les signes de la 5e avenue. Alors les signes de la 5e avenue, c'était... Alors, il ne faut même pas parler de ce livre à Valérie Expert qui en est folle. Elle vous parle des signes de la 5e avenue tout le temps, à dîner, à déjeuner. Enfin bon, elle est devenue complètement zinzin, mais c'est vrai que c'est un excellentissime livre. En fait, ça raconte l'histoire de Truman Capote et de son ascension et de sa chute. Alors, Truman Capote, immense américain... écrivain américain qui a écrit Petit déjeuner chez Tiffany's, Sueur froide, enfin, oui c'est Sueur froide, je suis pas sûr, enfin, voilà, c'est en fait il racontait comme c'était jamais raconté l'histoire d'assassins et de meurtres. Donc il est porté par toute une génération. Alors vous savez, ça se passe à New York, ces femmes qui étaient très très riches, c'était dans les années 50, donc qui donnaient le ton. Donc il recevait les écrivains chez elles en parlaient, et elles en faisaient, elles le faisaient mousser, il arrivait à être quelqu'un de célèbre. Bon, c'était un peu facile à mon avis pour Truman Capote, parce qu'il avait un tel talent que... Mais Truman Capote a fait une erreur mais monumentale, c'est de dire du mal un jour, enfin de faire un article très satirique et très sarcastique sur ces femmes, sur une de ces femmes, et là ça a été la chute, parce qu'elles se sont vengées, elles ont commencé à actionner leur réseau, mais pas dans le bon sens comme elles l'avaient fait. Voilà. Donc c'est cette histoire-là, c'est absolument magnifique, c'est absolument passionnant aussi, et puis c'est tout un pan de la culture américaine et des coulisses de la littérature et de l'édition américaine. Et elle vient nous faire paraître Mélanie Benjamin, Hollywood Boulevard. Alors, Hollywood Boulevard, une fois que vous êtes dedans, ça m'a particulièrement énervé, c'est que quand j'ai commencé ça, je me suis dit je vais en retard, parce que je ne pouvais pas le lâcher, et je suis allé jusqu'au bout, mais alors vraiment complètement drogué avec ce bouquin. Alors on est... Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Ce bouquin, c'est la naissance, le portrait de la naissance du cinéma. Mais alors vraiment, les balbutiements du cinéma. Vous allez découvrir une jeune femme qui s'appelle Mary Pickford. Alors Mary Pickford, pour ceux qui la connaissent pas, c'était une immense actrice de cinéma américaine qui a été la première grande star. On l'appelait la petite fille de l'Amérique, avec ses petites boucles blonde et tout. D'où elle vient? Eh bien, elle était la fille... non, en fait, oui. Elle était une orpheline d'origine irlandaise qui vivait au Canada. Elle avait un frère et une sœur, je pense, et sa mère, son père l'avait abandonnée ou orphelin. Je ne sais pas s'il était mort, je me souviens plus très bien, mais enfin, elle était toute seule et c'est elle qui devait amener l'argent, qui faisait vivre la famille. Et pour ça, elle était comédienne de théâtre. Alors, elle faisait tous les jeune, toute petite gamine, et elle a fait tous les théâtres possibles et inimaginables, de campagne, de ville, les trucs pourris et tout. Et puis il y a un moment, je crois que c'est en 1909, sa mère lui dit, écoute, elle lui fait une chose absolument abominable, atroce, incroyable. Elle croyait jamais ça en mettre. Sa mère lui dit, écoute, tu vas faire du cinéma. Et pour quelqu'un qui fait du théâtre à cette époque-là, c'est vraiment tomber, vraiment c'est déchoir, c'est de la vulgarité. C'est vraiment, vous voyez, c'est un peu comme les gens qui faisaient du cinéma dans le temps et à qui on proposait de faire des téléfilms à la télévision, et c'était vraiment une honte pas possible. Mais le truc, c'est que le cinéma apparemment payait un peu plus que le théâtre, donc la mère la convie à faire du théâtre, elle s'exécute puisqu'il faut ramener de l'argent, et là va commencer une carrière absolument incroyable, extraordinaire. Vous allez découvrir tout ce chemin, cette ambiance. Alors Hollywood, ça
Los Angeles, c'est tout petit, hein, c'est des baraquements, les gens ne veulent presque pas de ces gens qui font, voilà, qui sont à la caméra dans la rue et tout. Les gens ont tellement peu l'habitude du cinéma, c'est que quand il y a des flics qui sont déguisés, on croit que ce sont des vrais flics et tout le monde se tire. Enfin, c'est vraiment phénoménal. C'est le muet, hein, alors ils les peignent, alors je vous dis pas, ils sont verts, noirs, c'est une abomination. Hein. Au bout de quelques temps, ça commence à prendre, hein, et là, parallèlement, arrive une jeune femme qui existait aussi, hein, qui s'appelle Frances Marion, ou le contraire, je sais plus, qui va devenir une des plus grandes scénaristes américaines, mais immense scénariste américaine qui a fait les scénarios de films cultes. Alors cette jeune femme, elle est plutôt aisée, elle s'est mariée déjà 3 fois, elle fait du dessin pour la publicité, hein, donc mais ça la gonfle un peu, elle sent que c'est pas ça, que ses maris c'est pas ça non plus, et puis elle décide elle est un peu fascinée par le cinéma aussi, par ces gens qui font des choses absolument extraordinaires. Elle se dit que c'est là qu'il se passe quelque chose, que c'est l'aventure, que je vais pas m'ennuyer, et elle va elle va rencontrer Mary Pickford. C'est une très très grande rencontre entre les deux, puisque les deux s'entraîneront à faire une immense carrière. Alors vous allez voir la Pickford du début, c'est-à-dire très timide, introvertie, qui, comme c'est la première star, mais gigantesque, hein, c'est-à-dire que Mary Pickford à l'époque, c'est Brigitte Bardot, plus Sophia Loren, plus, enfin vous voyez, c'est un tout, elle pouvait pas sortir dehors, rien faire, elle était vraiment poursuivie par tout le monde. Et puis de cette jeune femme, et pourquoi elle va devenir scénariste? Alors premièrement, elle va commencer par faire des dialogues, et vous savez pourquoi elle va faire des dialogues? Parce que, en fin de compte, les films étaient muets. Mais les gens, à force d'aller voir les films, commencent à lire sur les lèvres. Et ce qu'ils se rendaient compte, c'est que les gens qui faisaient des grandes scènes d'amour, en fait, au lieu de dire « chérie, je t'aime », ils demandaient « tu manges quoi ce soir ?»« Oh, bah, le roquefort était bon, t'as vu ce connard ?» Enfin, voilà. Et donc, c'était plus possible. Les entreprises de films disaient « il faut faire quelque chose ». Et donc, on lui propose de faire des dialogues que les acteurs apprendront. C'est là que commence le départ, et son métier de scénariste va commencer en partie là. Et puis un jour, ils vont voir un... Putain, je suis hyper cultivé là, c'est incroyable ça. Je vais avoir j'ai mal à la tête. Et donc, moi qui déteste le cinéma, et donc un jour, ils vont voir un film qui s'appelle La naissance d'une nation, de Griffith, qui est un énorme film. C'est-à-dire que normalement, un film à cette époque-là, c'était 2 bobines, 3 bobines, 5 bobines au maximum, parce qu'on considérait que les gens étaient incapables de se concentrer plus de 5 bobines. Et lui, il fait un film de 10 bobines. Je ne sais pas si vous avez imaginé, c'est 2h30 ou 3 heures de cinéma. Elles sont toutes les deux complètement abasourdies. Les gens, le public... trépigne, tac des pieds à la fin du spectacle, enfin du film, ils sont complètement, pour eux c'est quelque chose de complètement novateur, et elle décide de devenir scénariste. Et là commence, voilà, c'est le début de ce roman, et vous allez découvrir la carrière de ces deux personnes, vous allez tout découvrir l'évolution de Hollywood, du cinéma, c'est absolument passionnant, et puis vous allez découvrir les caractères, hein, vous allez voir les hypocrites, et en plus ce qui fascine Mary Pickford, c'est que cette jeune femme, à Hollywood à l'époque, tout le monde voulait être comédienne, star, et elle veut absolument pas du tout être star, elle veut être scénariste, ce qui va faire que elle va prendre sous son aile cette jeune femme un peu et complètement différente, a une personnalité incroyable. Alors la caractéristique aussi, alors ça détend, ça cultive, vous vous rendez compte, je me souviens, Naissance d'une nation, Mary Pickford, tout ça, donc déjà c'est trop top, mais c'est surtout aussi le portrait de 2 femmes qui vont faire leur place dans un monde d'hommes, parce qu'il faut imaginer qu'en fait les femmes c'était des stars, mais à condition qu'elles couchent, enfin ça n'a pas beaucoup changé, voilà, c'était plutôt, vous voyez, du bétail, et puis qu'on utilisait comme ça, et ces femmes, elles vont prendre leur destin en main, et elles vont, et ben voilà, alors est-ce qu'elles vont réussir leur vie, est-ce qu'elles vont pas réussir leur vie, vous le découvrirez dans ce roman. Est-ce que être une star ça rend heureux? Alors, bon, ça c'est le genre de question à la con, du genre, est-ce que l'argent ça rend heureux? Oui, mais enfin, si on n'en a pas, c'est mieux d'en avoir. Donc vous verrez la réponse vous découvrirez un peu la réponse. C'est un immense livre de détente, c'est un immense livre d'histoire, c'est un immense... La psychologie des personnages est fabuleuse. Donc moi, je peux que vous conseiller, mais attention, si vous faites autre chose, vous arrêterez tout. Et puis en plus, dans les dîners, je vous dis pas Naissance d'une nation, Griffith, trop snob, hein, je vais vous dire. Hollywood Boulevard, c'est Mélanie Benjamin, c'est chez Albin Michel, je vous conseille, c'est un des événements de l'année. Déjà, je vais vous parler d'un polar, mais c'est une réimpression. Okay, que j'adorais, qui avait disparu de la circulation, ça m'avait énervé au possible. Ça s'appelle Obscura de Régis Descott.
chez Livre de Poche. Lui, il faut tout lire, hein. Je trouve qu'il n'a pas la notoriété qu'il devrait avoir, parce qu'il avait écrit aussi un livre, un polar qui s'appelait Pavillon 38, qui se passait dans un hôpital psychiatrique, qui est absolument incroyable, mais d'une intensité rare, d'une intelligence d'intrigue. Et là, Obscura. Alors on est dans les années 1800, je veux dire 75, vous voyez, fin du 19e siècle, c'est pas totalement fini. On est au sud de la France, ça commence comme ça, on découvre un crime. Le problème, c'est que le crime, ça représente les victimes permettent de recomposer un tableau de Manet, le déjeuner sur l'herbe, hein, c'est ça. C'est absolument incroyable. Et tous les meurtres et tout, enfin une grande partie des meurtres qui vont agiter ce polar permettront seront des reconstitutions de tableaux impressionnistes. Déjà, vous voyez fallait y. Donc ça, c'est une des parties du roman. Et comme on est au 19e, on se retrouve à Paris. Et à Paris, on découvre un médecin. Et ce médecin, lui, il s'occupe des gens qui ont mais les plus pauvres, hein, la banlieue vraiment les plus appauvries de la capitale, alors la tuberculose, la syphilis et tout, il les soigne, il a des problèmes pas possibles parce qu'il n'y a pas d'argent et tout, et puis un jour vient une femme absolument mystérieuse, apparemment vénéneuse, il y a quelque chose d'incroyable, elle s'appelle Obscura. Voilà, ça c'est le début du roman, et vous allez être dans ce Paris mélangé entre les artistes, la peinture, les meurtres, le mystère, cette femme vénéneuse et tout. Qui est l'assassin? Pourquoi utile? Pourquoi les impressionnistes? Vous le saurez en découvrant ce livre absolument fabuleux et dont je remercie Livre de Poche d'avoir réédité. Ça s'appelle Régis Descottes, ça s'appelle Obscura chez Livre de Poche. Ça, c'était un de nos chouchous, Dominique Maison. On se souvient du nom des assassins. Ça, c'est le prix Griffe Noire historique 2016, hein, 2016. Alors, j'adore ce type de Maison, Dominique Maison, parce qu'il a cette chose. C'est relativement rare dans le milieu, c'est qu'à chaque roman, voilà, c'est complètement quelque chose de différent, il se renouvelle, vous ne relisez pas la même histoire avec des noms différents, des époques différentes, pas du tout. Je vous parlerai du prochain qui se passe aux États-Unis, qui est complètement à l'opposé de ça. Là, c'est un feuilleton, hein, genre, vous lâchez plus, quoi. Les mystères de Paris, vous êtes à Paris, fin 19e siècle, vous êtes dans une soirée, à la fin de cette soirée, il y a un cardinal, et ce cardinal il est assassiné. Je dis pas, enfin rien que déjà l'assassinat, c'est déjà pas mal. On accuse une petite soubrette qui est là de l'avoir assassiné ce cardinal après avoir fait des choses pas très très honnêtes. Et puis en même temps, il y a deux personnages, une espèce de dandy qui sait pas faire trop quoi de sa vie, voilà. Et puis un jeune journaliste genre Rouletabille et tout, qui s'associe parce qu'ils sont persuadés que cette jeune femme que personne ne défend n'est pas la véritable assassin de cet homme. S'ensuit des choses absolument incroyables. Alors, je l'ai lu il y a longtemps et je me souviens encore, alors c'est unique, il y a une poursuite de ballons dirigeables. Je vous jure que vous lisez ça, ils vont se descendre, ils se tirent dessus, est-ce qu'il va s'en tirer, il y en a un qui va exploser, vous êtes dedans. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait de film de ça, parce que c'est franchement un truc à feuilleton. Vous savez, comme il y a les petites enquêtes d'Agatha Christie, vous lisez ça, voilà, ça s'appelle Dominique Maison, on se souvient du nom des assassins. C'est si vous êtes un peu neurasthénique, comme on disait dans le temps, vous êtes un peu dépressif, si vous venez de recevoir vos impôts qui ont diminué, voilà, ça s'appelle, c'est en point, c'est un incontournable. Alors ça, c'est un truc très important, oui, très important, de Yasmina Khadra, ça s'appelle Le baiser et la morsure, c'est chez Bayard. Alors Yasmina Khadra, hein, tout le monde connaît, écrivain que j'adore, que beaucoup de gens algériens, qui nous a beaucoup parlé de la condition en Algérie sous le régime des militaires et tout, sa vie quotidienne. Voilà. Et là, il nous parle de sa jeunesse, de son enfance, et c'est des choses... Alors, il y a des bouquins de philosophie officielle, vous savez, genre Luc Ferry, ou des choses comme ça, où on dit comment vivre, comment faire, comment penser pour... Et puis, en fait, vous vous emmerdez comme un rat mort, et puis ça vous change pas du tout votre vie, sinon vous avez dépensé 24 € pour pas grand-chose, sinon que... Et c'est effectivement, l'auteur, il a une philosophie de vie très particulière, c'est qu'il profite de votre argent pour bien vivre. Mais vous, rien. Alors là, par contre, dès les premières pages, cet homme, il a une philosophie de la vie incroyable. Déjà, il nous raconte qu'il est originaire d'une tribu qui s'est mise dans le désert au sud-est de l'Algérie. La caractéristique de cette tribu, elle s'est établie dans le désert vers le XIIIe siècle. Hein. C'est de donner l'importance aux paroles et aux mots.
Et on lui a toujours appris que on pouvait vaincre par la force, mais que si on arrivait à convaincre par les mots, là l'individu était complètement vaincu, mais sans être voilà, sans offusquer, alors qu'on peut vaincre par la force, ne pas être convaincu. Alors il raconte, il y a un portrait de sa mère qui bouleversant, il y a contraire. Alors il y a des choses incroyables, c'est-à-dire que je suis pas tellement pour le mariage forcé, voyez-vous. Et bien lui, il raconte que bon, quand il était plus jeune, son père l'a forcé à se marier à une jeune femme, hein. Et puis la jeune femme le prend pour une grenouille, lui il lui répond qu'il n'est pas une grenouille mais un crapaud, mais qui va se transformer en prince charmant. Ça commence très très mal, il la supporte pas, elle est plus jeune que lui et tout, et en fait il nous raconte qu'ils sont mariés depuis 32 ans et qu'elle lui a appris énormément de choses et que lui il lui donne beaucoup de choses. C'est quand même une histoire incroyable. Il y a l'histoire de ses parents, il y a l'histoire, mais c'est surtout voilà, ça va vous expliquer mieux les romans de Cadrat. Et puis c'est surtout, moi je pense que si vous avez un peu des doutes, savoir où vais-je, qui suis-je, pourquoi-je, eh bien en lisant les premières pages de ce livre, et voilà, ça va vous aider. Sinon, une philosophie, ça va vous donner profiter de la vie au quotidien, d'écouter les... C'est un magnifique texte, ça s'appelle Le baiser et la morsure, de Yasmina Khadra, c'est chez Bayard, et j'adore la couverture. Regardez, le petit garçon, il est merveilleux, c'est une très très jolie couverture. Alors je sais, vous achetez pas des petits livres, ça c'est une catastrophe, c'est tout petit, vous avez l'impression... Je me demande si vous n'avez pas l'impression d'être volé pour le prix, quoi, vous voyez, il vous en faut des tonnes où il n'y a pas grand-chose, mais vous n'allez pas acheter un petit livre où il y a plein de choses. Donc, et bien là, c'est une... Alors je sais pas pourquoi je suis tombé dessus, hein, c'est le hasard des choix. Il s'appelle Sébastien Berlandis, ça s'appelle Revenir à Palerme chez Stock. Déjà, il a un style merveilleux, hein. C'est pas un style journalistique, c'est comme de la musique, il n'y a pas un mot qui n'est pas là, qui n'est pas à sa place, les phrases ça chante, ça va juste, ça sonne juste. On est à Palerme, hein, dans un vieux palais qui va être détruit apparemment. Et puis cet homme revient dans cet appartement qui apparemment dans lequel il a vécu il y a un certain nombre d'années. Et puis il va vous parler de Palerme, de la Sicile, de la mer. C'est d'une rare sensualité. Vous avez les corps qui se frottent, les jeunes qui se draguent. Quand vous ressortez de là-dedans, vous avez presque l'impression d'avoir le goût de la mer et du sel dans la bouche, et puis de vous gratter parce que sur la plage il vous reste du sable qui est collé à vous. Il y a la sensualité, il y a un monde. Alors il nous parle d'une certaine Delia qui était photographe, qu'il a aimé passionnément, et puis entre-temps, il va se visiter, vous allez redécouvrir... alors comme il dit, Palerme, c'est une ville qui n'a pas été détruite par la guerre, mais elle est en ruine, elle s'écroule de partout. En face de son palais, il y a un autre immeuble, et là, il y a une autre jeune fille, Elisabeth. Vous allez découvrir l'histoire de cet homme et de cette jeune fille. C'est absolument merveilleux, vous sentez le soleil qui est sur vos bras, vous sentez, c'est lumineux, c'est sensuel, c'est voilà. Et puis il y a une fin, alors une fin, je vous la dis pas, mais ça donne toute pas sa saveur, mais toute sa force et le côté tragique de cette histoire et de ce livre, qui est absolument magnifique, hein. Moi, j'avoue que voilà, ça vaut beaucoup. Il y avait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça, qui avec une telle force, une telle analyse des caractères et surtout une telle sensualité, un art de vous faire revivre les choses. Je suis jamais allé à Palerme, mais j'ai l'impression d'y avoir toujours vécu. J'ai jamais vu une plage près de la Sicile, j'ai l'impression de m'être baigné dedans. Et puis j'ai jamais connu la Sicile, mais on a l'impression d'être sicilien. Il y a un côté là-dedans, vous savez, on verrait presque Alain Delon un peu vieillissant, qui revient après Ripley avec son bateau. Vous voyez ce que je veux dire, avec cette chaleur humaine. Voilà, ça s'appelle Revenir à Palerme de chez Stock, ça s'appelle de Sébastien Berlin. Et alors là, attention, on va tomber sur le chef-d'œuvre. Polar en folio. Alors là c'est un truc extraordinaire parce que je ne sais pas si j'avais vu ça. Oui, ils ont vendu près de 10 millions d'exemplaires de ce livre en 1948 au Japon. 1948, hein, 10 millions. Et c'est un truc qui est tombé complètement dans l'oubli et que j'ai découvert par hasard, qui s'appelle Irezumi de Akimitsu Tagagi, j'en sais rien, Tagagi, chez Folio Policier. Alors, quelle est l'intrigue? L'intrigue, elle est très simple. Enfin non, elle n'est pas très simple, mais apparemment, des personnes rentrent dans un appartement de quelqu'un qu'ils connaissent, une jeune femme. Ils la cherchent. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Que cette jeune femme, elle a été assassinée dans sa baignoire. Le problème, c'est qu'elle a la tête tranchée, les deux bras tranchés, les deux jambes tranchées, mais il n'y a plus de tronc.
comble de l'horreur et comble de la chose, de côté fantastique, c'est que c'est fermé de l'intérieur. C'est-à-dire que comment le meurtrier a-t-il fait pour s'échapper de cette salle de bain alors que les fenêtres et tout sont fermés de l'intérieur. Ça, c'est le principe de base, suspense, mais c'est autre chose d'abord, parce que quelle était la caractéristique de cette jeune femme? Et bien, cette jeune femme, elle était tatouée entièrement sur le corps, pour ainsi dire, parce qu'il faut dire aussi que la peau des bras et des jambes et tout ça, il n'y a plus. Hein, donc, il n'y a non seulement plus le tronc, mais il n'y a plus la peau. Et là, vous allez découvrir un pelat incroyable. Alors, c'est mon terme en ce moment, mais vénéneux, comme au sens absolument fantastique. C'est-à-dire que... alors, il y a un médecin. Après vous ferez le pause hein, parce que moi le côté je vous la fais tranquille et tout, on n'est pas la grande librairie. Donc vous avez un médecin qui s'appelle je crois Tanaka, mais enfin bon c'est peut-être autre chose, enfin japonais et tout, qui est médecin universitaire et lui qui est fou de de tatouage, mais alors vraiment fou de tatouage, hein, c'est-à-dire que il y a une chose que je ne savais pas, il achète des tatouages des gens. Et je me suis dit, mais comment il fait pour acheter les tatouages des gens? Il retire la peau vivant? Pas du tout. Il les achète à leur mort, c'est-à-dire qu'il les collectionne, il attend leur mort. Donc dans l'absolu, il n'a qu'une hâte, il paye les gens, il n'a qu'une hâte, c'est que ces gens, déjà, il n'arrive pas d'accident pour que le tatouage qu'il a acheté ne soit pas endommagé, et que la personne qui a acheté le tatouage meurt assez rapidement. Hein. Et donc il avait proposé, entre autres, à cette jeune femme qu'il connaît relativement bien de lui acheter ses tatouages, c'est-à-dire son corps. Elle refuse dans un premier temps. C'est pas net. Ils sont 4 à pouvoir avoir tué cette jeune femme. Il y a entre autres un amant transi et tout, mais c'est surtout un truc. C'est le Japon, vous voyez, avec ce monde incroyable du tatouage. Moi, je pensais que le tatouage au Japon c'était depuis des millénaires. Eh bien, pas du tout. Hein. Ça existe que depuis la moitié du 19e siècle. Il y avait plus de tatouages en France, en Europe avant qu'au Japon. C'est devenu un truc absolument extraordinaire au Japon. Et puis alors, vous apprenez des choses incroyable, c'est-à-dire que il y a des personnages maudits qu'il ne faut pas se faire tatouer. Et le problème de cette jeune femme, c'est que le père était graveur, il avait 3 enfants, et il a tatoué 3 divinités différentes sur le corps de chaque enfant. Le problème, c'est que ce sont des tatouages maudits, c'est-à-dire que normalement, quand on a un tatouage comme ça, on meurt très rapidement, et ce qui va se passer, les 3 vont mourir. Et j'ai appris, par exemple, un truc extraordinaire, c'est que si vous faites tatouer un serpent, à cette époque, on avait peur que le serpent devienne vivant la nuit et qu'il vous étouffe. Donc on faisait une incision sous l'aisselle pour que le serpent puisse s'échapper. Vous voyez ? Incroyable, vous apprenez. Alors ça, je vous le fais, genre, je suis vachement intelligent, cultivé et tout, mais c'est surtout, il y a une étude psychologique, il vous explique que la peau de cette femme, elle doit être de soie, on prend pas n'importe qui pour faire ses tatouages, et puis il y a le suspense, hein, parce qu'il y a aussi cet inspecteur qui va arriver à la fin, qui est un peu matheux, un peu, qui est médecin et tout, qui va arriver à dépatouiller qui a tué qui. Assez surprenant la fin aussi, et c'est un livre fascinant, c'est envoûtant, puis vous allez plonger dans le Japon, mais sans jamais être ennuyeux ni ésotérique, hein. C'est-à-dire que vous allez incroyable, ça s'appelle Ah oui, je voulais dire, si vous êtes fanat de tatoueur avec le petit dauphin, la petite étoile et tout ça, c'est pas ça, hein. C'est pas le truc, la télé-réalité que vous voyez à Los Angeles avec j'ai perdu ma mère ou mon caniche et je la mets sur mon bras, hein. C'est pas ça, vous tirez, c'est pas pour vous, parce que j'ai peur. Mais parfois si vous êtes fanat de vrais tatouages et que c'est pour vous une philosophie de vie et autre chose, voilà, différente mais qui est importante pour vous, ben voilà, ça s'appelle Irezumi, vous comprendrez pourquoi ce terme, vous allez apprendre plein de trucs, hein, c'est incroyable. Il s'appelle Akimitsu Tagaji, et c'est chez Folio Policier, et c'est un livre hors du commun qui va vous exploser la tête tellement c'est hors du monde. Voilà. Alors vous ne fiez pas à la couverture parce que ça m'a un peu énervé. C'est vrai que c'est un peu ça, mais c'est pas du tout ça. C'est de Tim Bauer-Schmidt et de Rami Lidl, Le voyage de Miss Norma. Il n'est jamais trop tard pour se lancer chez Lattès. Alors c'est vrai, j'adore la couverture, mais bon, je vais être méchant, mais ça fait un peu couverture pour Centre Leclerc ou pour Auchan, enfin, et c'est pas du tout ça. C'est à la fois ça et pas du tout ça. Alors je vous raconte, Tim et Rami sont mariés, enfin ils sont en couple. C'est des gens qui ont une 50aine d'années, ils ont décidé d'être sédentaires, de bouger, ils sont américains, hein, ils louent une caravane, et puis ils vont se balader. Lui, il a une mère et un père
super dynamiques comme peuvent être des Américains. Tout se passe bien, il leur téléphone de temps en temps, il n'y a pas de problème, il va les voir. Et puis un jour, il téléphone et il sent que sa mère, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils reviennent en catastrophe et là, c'est vraiment un désastre. Le père est dans un état pas possible. Il va mourir au bout d'un an de traitement d'une maladie, d'un cancer, je pense, ou d'une maladie de cœur, je crois plutôt. Et puis il y a sa mère. Et sa mère qui est pas bien du tout. Ils vont faire des examens et on lui découvre un cancer de l'utérus. Le médecin fait comprendre que il y en a pas forcément pour très longtemps. La dame est là, hein, bien sûr. Et puis ils ont le choix. Et dans sa tête de fils, il se dit c'est pas possible que ma mère finisse dans un hôpital. Elle a toujours été digne, maître de sa vie. C'est pas possible qu'elle finisse dans un hôpital avec en soins palliatifs, bourré de médicaments et tout. Il demande au médecin ce qu'il en pense de leur décision. Enfin, la vieille dame qui a 90 ans hein, dit moi je veux pas y aller, je veux partir avec vous faire le tour des États-Unis. Il demande au médecin. Le médecin dit bah écoutez, moi je suis d'accord avec vous parce que qu'est-ce qu'elle va faire? On va la soigner, mais elle va rester hospitalisée. Il y aura plein d'effets secondaires, donc il y aura plus de vie. Par contre, si elle part avec vous, on peut pas dire combien de temps elle va résister. Et là, c'est le début d'un voyage incroyable. Ça va être une balade des États-Unis quand vous allez lire ça, mais c'est pas que ça. Vous allez voir, c'est vraiment du quotidien parce qu'on se dit ça peut nous arriver. Ça, c'est on peut avoir une mère qui est comme ça, on peut avoir un père qui est comme ça. Et est-ce qu'on aurait le courage de ces deux personnes? Alors ils vont racheter une nouvelle caravane. Il y a aussi la promiscuité, hein, même en achetant une grande caravane. La vieille dame qui est quand même, même si elle est folle de fringues, donc elle achète plein de fringues. Elle est très drôle. Elle parle à plein de gens. Elle a un caniche. Il y a le caniche pas possible qu'elle balade partout. Elle est en petite chaise, mais elle va faire de la montgolfière. Enfin, c'est hyper tonique, mais sans être neuneux parce que il y a la souffrance qui est là. Il vous cache rien. Et puis un jour, elle a les jambes qui enflent. Et ils se disent, et là on arrive à une scène incroyable, c'est qu'ils vont ah oui, alors il y a des trucs sur les médecins et la surmédication qui est absolument incroyable. Ils vous racontent ça, c'est une histoire vraie et vous dites c'est pas possible. Et en fait, quand vous connaissez certaines personnes âgées, vous vous rendez compte que même si ça n'a pas une telle échelle en France, ça peut être aussi exister. Et puis, oui, elle a les jambes qui enflent, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire, plus rien ne fait rien. Voilà. Et puis dans Internet, ils voient cannabis, vous savez, tous ces médicaments qui sont à base de cannabis. Et là, ils vont dans un dispensaire à cannabis. Alors ça, je ne sais pas que ça existait aux États-Unis. Vous allez dans un dispensaire avec des gens qui vous vendent des crèmes à base de cannabis. Ça ne soigne pas, ça retire la souffrance, enfin ça apaise la souffrance, il faut bien être clair et net. Et puis bon, les médecins, s'ils ne sont pas d'accord, ils pourront en discuter sur les blogs, les machins, voilà. En tout cas, apparemment sur cette vieille dame, ça fait effet, ils lui mettent de la crème, au bout de 3-4 jours, ça déenfle un peu, et surtout elle souffre beaucoup moins. Il y a cette balade dans ce dispensaire à cannabis, c'est quand même un morceau d'anthologie, je dois vous dire, parce qu'une vieille dame de 90 ans dans un magasin de cannabis, comme disaient les gens qui étaient dans ce dispensaire, on en a très 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 peu vu. Et puis il va se passer, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas neuneux, parce que elle va pas guérir, hein. Il va se passer ce qui doit se passer, c'est que cette dame, elle va quitter ses enfants, elle va mourir. Elle avait un but dans la vie, c'est de visiter le Nouveau-Mexique, et le problème c'est qu'elle ne verra jamais le Nouveau-Mexique. Ses enfants vont décider de faire quand même le voyage en pensant à elle, en prenant, voilà, c'est très très joli. Puis à la fin, il y a son journal où vous voyez de son côté, et après avoir vu le côté de ses enfants. Moi, j'ai trouvé ça très très beau, mais ce que j'ai peur, c'est que ce livre soit déglingué par la couverture. Quoique cette femme, elle a beaucoup d'humour, qu'elle ait ce côté, comme les Américains souvent ont, voilà, un peu folichon, et puis ce caniche me fascine. En plus, c'est une histoire vraie, hein. Vous avez des photos dedans où cette dame, on nous montre tout ce qu'elle a fait. Regardez, elle est extraordinaire, hein. Ça s'appelle le voyage de Miss Norma, de Tim et Rami, je mets que les prénoms, hein, parce qu'ils ont des noms pas possibles. C'est chez Jean-Claude Lattès. Et donc, il était paru il y a quelque temps un livre incroyable qu'on avait soutenu, qui s'appelait Canicule de Jane Harper chez Livre de Poche. Ça avait été une révélation, hein. Il y a une nouvelle race, si j'ose dire, d'écrivains australiens qui explose en ce moment. Jane Harper, elle nous racontait là-dedans, c'était l'histoire d'une famille de paysans dans le bush qui vont se suicider. Le mari tue les enfants. Pourquoi? Il envoie une lettre à un de ses amis d'enfance et lui dit tu es responsable. Il va retourner dans cette
dans ce bush. Alors il y a un meurtre, il y a plein de choses, hein. Il y a du suspense et tout, mais c'est surtout la nature, c'est-à-dire qu'on parle de nature comme voilà, c'est puis une nature cruelle qui s'abat contre les gens, et puis il y a aussi une nature qu'on aime beaucoup, enfin qui est absolument luxuriante aussi, une nature qui est plus aride. Il y a enfin, c'est incroyable, c'est un roman incroyable, et là vient de paraître d'elle Sauvage chez Calman Noir. Alors Calman Noir, cette histoire, c'est un inspecteur, hein, un jour on le convoque une jeune femme, enfin une femme plutôt, vous savez, c'est ces trucs à la con qu'on fait dans les grandes entreprises, on les met, vous savez, dans une nature hostile, enfin moi jamais de ma vie, s'il n'y a pas un Starbucks, jamais ils me feront mettre, donc ils sont dans le bush, vous voyez, australien, les pauvres mecs, ils font un tennis tous les midis, et voilà, et ils se retrouvent là avec Alice, qui fait partie de l'équipe, hein, qui est pas très aimée, hein, au niveau de l'entreprise, hein, ambitieuse, et là-dedans vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas un qui est irréprochable, hein. Il y a, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle n'est pas vivante, ils partent à sa recherche, et là c'est aussi le melting, comment on dit, le mélange de comme Van Damme, moi je parle en anglais maintenant, le melting, le mélange de la nature, du suspense. C'est un livre incroyablement fort. Alors pour être honnête avec vous, c'est un chouïa soupçon moins fort que Canicule, faut être honnête. Mais comme Canicule était tellement énorme que bon bah ça en reste un événement, un excellent bouquin par un excellent écrivain, et que c'est peut-être du polar, mais que pour moi c'est de la littérature à l'état pur. Bah voilà, je vous ai pas parlé du Gibel, mais le Gibel, j'en ai parlé sur France 5, on en reparlera. C'est tellement énorme, donc on en reparlera. Et puis voilà, voilà, c'est terminé parce que j'en ai marre et que j'ai faim, et puis que j'ai plein de choses encore à faire, et que j'espère que dans ce petit panégyrique, vous aurez trouvé des choses qui vont vous plaire. Et puis voilà. Bonsoir et à bientôt.